comme d'habitude, je fais un très... Alors là, je serai assez, comme dans les 2 dernières séances, un peu très ordonné, avec une séquence un peu bien programmée, pour laisser le temps à ce que j'ai appelé la deuxième temps. Donc il y aura un rappel très rapide de la séance précédente. Disons une présentation en termes de bilan synthétique de ce qu'on peut appeler la démarche ergologique, avec le fait qu'on n'a pas eu... C'est quand même très bref. On n'aura pas pu passer en revue toutes ces questions dans nos 5-6 séances, même si on a fait beaucoup de travail ensemble. Et puis avant de revenir à faire la pause pour parler un peu des mémoires, je resynthétiserai quelques points sur ce que j'ai appelé les 2 anticipations, qui pourraient être l'objet donc d'une discussion entre nous. Vous présenteriez l'état de vos mémoires, enfin ceux qui voudraient, l'état de vos mémoires, l'état de vos interrogations, et en quoi éventuellement ces notions, et notamment de l'anticipation, peut être d'une aide pour vous. Bon, alors je rappelle que donc dans la séance numéro 5, avant-dernière, d'abord point 1, ou 5.1, je vous ai rappelé, je vous ai repassé rapidement les 2 photographies et le PowerPoint sur l'expérience ou l'intervention à la Thomson d'Angers avec la fameuse opératrice qui nous permet de beaucoup de choses, comme vous savez. Et le second point, vous vous souvenez que je me suis permis d'en tirer 4 propositions, que vous trouverez d'ailleurs dans Travail et Ergologie, qui me paraissent être des formulations peut-être un peu audacieuses, mais proprement ergologiques. C'est-à-dire que si on tient cette possibilité de nos amis ergonomes, donc je rappelle qu'ils ont beaucoup travaillé dans ces murs, les généralisations que j'en tire dans ces propositions, que je considère comme universelles à l'échelle de genre humain, ne sont pas du tout forcément partagées par ces amis ergonomes. Certains peut-être, certains oui, d'autres c'est pas forcément leur problème. Donc, ceci pour ne pas engager des amis qui nous ont beaucoup aidés dans des entreprises aventureuses. Ensuite, de là, j'en avais fait la proposition que, en appuyant sur cet exemple et sur sa généralisation, qu'on pouvait dire que la vie est toujours en partie expérience et que nous pouvons nous définir comme des êtres d'activité, au sens où ces 4 propositions le précisent. Et je crois que c'était mon dernier point. Je confirmais cette proposition en indiquant qu'elle tenait beaucoup de l'héritage, un héritage humain, intellectuel, que celui que j'ai appelé celui de mes 3 médecins atypiques. Vous vous en souvenez? C'est-à-dire Ivar, qui sont tous les 3 décédés, d'ailleurs à des époques différentes, Ivar Rodon en 2011, Alain Wissner en début 2004, et Georges Canguilhem en 1995. Et j'avais essayé d'expliquer pourquoi ces 3 médecins atypiques, vous vous rappelez qu'ils étaient atypiques parce que s'ils sont, à mon avis, inscrits dans l'histoire intellectuelle, sociale, de mon point de vue, certains les ignorent, mais ça c'est autre chose, c'est pas pour avoir exercé la médecine, même s'ils ont pu l'exercer certaines parties très très brèves de leur existence. Pour Alain Wissner, vous avez le DVD de Marcel qui vous détaille tout ça. Il reste à faire un DVD sur Ivar Rodon et un sur Canguilhem, tu vois ce qu'il te reste à faire. Moi je suis pas médecin, atypique j'en sais rien, mais je suis pas médecin, malheureusement, on peut tout faire. Voilà, donc, et je tenais beaucoup à exprimer mes héritages, parce que ça c'est quelque chose qui se fait de moins en moins dans l'univers intellectuel, et c'est très malhonnête. On ne vient pas de rien, on hérite. Et simplement ce que j'ai dit, c'est que je crois que dans la démarche qu'on appelle ergologique,
Ce qu'elle avait fait, c'est d'essayer de joindre ces trois personnages qui avaient vécu indépendamment les uns des autres. Et j'ai essayé de vous dire en quoi, en 3 points, en quoi il y avait quelque chose de commun, profondément commun entre eux, et qui nourrissait fondamentalement la démarche que j'ai développée devant vous déjà dans les précédentes séances. Alors maintenant, j'en viens à ce que j'ai appelé une espèce de bilan synthétique que je vais vous représenter ou présenter sous une forme alors très synthétique, et puis que je vais détailler je vais décomposer ce bilan en 5 ou 6 points, avant d'en venir à ce que j'appelle, de revenir à ce dont j'étais parti la première séance, c'est-à-dire la double anticipation. Donc, on peut dire que pour situer la notion d'activité telle que peu à peu on a été conduit à la manipuler, à la proposer dans la démarche écologique. Et alors, j'entends bien que pour vous, qui écoutez beaucoup d'interventions différentes, qui tournent beaucoup autour de cette question, puisque c'est quand même dans le titre, plus ou moins, de ce master, ça doit vous poser des questions, parce que vous voyez à la fois des proximités, et en même temps, ce n'est pas les mêmes définitions. Donc ça, c'est une complication, je m'en doute. Alors, je ne sais pas comment... Peut-être je ferai des propositions à la fin pour en discuter dans un autre lieu plus tard. Hein. Mais je comprends très bien que ça soit une difficulté. Et en même temps, je suis bien obligé d'argumenter de manière la plus claire possible pour définir cette façon d'approcher l'activité telle qu'elle nous a été peu à peu, je dirais quasiment presque imposée depuis 30 ans d'expérience. Hein. Donc, au fond, d'une part, vous avez la notion de norme antécédente, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et de l'autre côté, vous avez, je vais y revenir en 2 mots, le couple impossible-invivable. Hein. Et ceci, en quelque sorte, situe ce que j'appelle une anthropologie de l'activité, c'est-à-dire qu'on peut aborder l'humanité comme le fait que nous sommes des êtres d'activité. Alors, pour synthétiser ça, je vais donc représenter devant vous ce triangle de l'activité que vous avez déjà vu, hein, donc ce n'est pas une nouveauté, que vous voyez mal, mais un petit peu quand même, et que je vais essayer de développer. Je sais que ça excite l'hilarité de Véronique, mais enfin, bon, ça... Hein? Comment? Il m'en faut peu. Non, mais je comprends. Parce que moi, à chaque fois, je découvre aussi des nouvelles animations dont je ne suis pas responsable, mais que je trouve très bien faites. Je crois que c'est tout. Alors, pour situer en fait cette anthropologie d'activité, ah oui, c'est pas mal ça. C'est bien comme ça. On peut, il me semble, synthétiser les choses de cette manière. C'est pas une situation générique de toute situation de vie humaine, hein. M'excuse pour le caractère très ambitieux des choses, mais enfin, ça me permet de synthétiser. Nous vivons dans des situations proprement humaines, précisément parce qu'il y a toujours des normes antécédentes, hein, qui est le propre, à mon avis, de l'humanité. Contrairement à d'autres champs de la vie,
donc du règne du vivant, où je crois qu'on ne peut pas parler de normes. On parle d'autre chose, mais pas de normes. Donc, dans nos situations humaines, il y a toujours des normes antécédentes. Et en même temps, c'est là qu'il y a le couple impossible, invivable, qui fait que, dont je rappellerai l'origine très brièvement, parce que j'en ai déjà parlé, qui fait que face à ces normes antécédentes, il y a toujours une espèce de dynamique dialectique un peu contradictoire, qui est le triangle de l'activité, où agir dans le présent suppose à la fois puiser dans et recréer du savoir, ou des savoirs, et en même temps, comme il est impossible et invivable de reproduire ou d'exécuter fidèlement les normes antécédentes, dans ce triangle, il y a des choix dans l'appel au savoir, et ces choix sont toujours rendus possibles parce qu'il y a présence en nous d'un monde de valeurs. Terme extrêmement ambigu, je l'ai dit, mais à mon avis irréfutable. Donc, il y a toujours cette situation, cette espèce de, on pourrait dire, de dialectique ou de contradiction entre ces deux termes. Là, c'est vécu toujours individuellement, ici et maintenant. Là, c'est toujours quelque chose qui s'impose à nous dans l'antécédence, avant même qu'on commence à agir, et qui est anonyme, plus ou moins anonyme, c'est-à-dire qui a été des normes qui fonctionnent. Alors là, il y a tout un champ considérable. Quelles normes? Je ne peux pas tout développer maintenant, mais qui fonctionne et qui est exprimé complètement indépendamment de la personne humaine en qui se développe ou se déploie ce triangle de l'activité, qui peut se déployer d'ailleurs dans la difficulté, dans la peine ou dans la souffrance, parce que cette confrontation, elle n'est jamais simple. Elle peut être simple, elle peut être généralement invisible, mais elle peut devenir extrêmement compliquée, voire impossible à gérer. Et de là, il se produit ce qu'on appelle, on peut dire des dénormalisations, c'est-à-dire qu'on dénormalise en partie les normes antécédentes, et des renormalisations, c'est-à-dire que ce que chaque personne fait à chaque moment de sa vie, et ce qu'en même temps on met en commun au niveau, disons, plus ou moins collectif pour produire, pour faire, ben, c'est toujours un résultat qui est une négociation plus ou moins simple, plus ou moins compliquée ou douloureuse entre ces deux moments. Voilà. Ça, c'est... Alors, là, vous avez ici un problème considérable, dont je ne parle pas en tout cas pour l'instant, mais qui est que vous avez toujours des savoirs, parce que vos choix de renormaliser ne sont jamais dans la vacuité, dans l'indifférence. Il y a toujours à la fois, vous choisissez dans une espèce de va-et-vient entre, d'une part, des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire de vous-même dans l'instant actuel, et en même temps, en fonction de savoir que vous avez déjà à travers votre expérience et votre vie, alors sous quelle forme vous les avez, problème considérable, mais en même temps des savoirs qui sont plutôt au pôle de l'adhérence, j'ai déjà parlé de ça, donc ils sont plutôt proches de l'ici et des maintenant, et des savoirs qui sont au contraire au pôle de la désadhérence, qui sont des savoirs codifiés, plus ou moins écrits, pas toujours, plus ou moins, qui peuvent avoir force de loi à tous les termes du sens, et qui sont très liés aux normes antécédentes. Donc là, c'est très compliqué ce qui se passe ici. Mais enfin, voilà, un schéma qui pourrait, je dirais, à la réflexion, peut-être que ce sera mis en défaut, j'en sais rien, mais qui me semble pouvoir synthétiser ce que j'appelle l'anthropologie de l'activité humaine, qui est toujours dans cette situation de confrontation qui peut s'opérer bien, qui peut s'opérer même dans le bonheur de vivre, ou qui peut s'opérer dans la souffrance, dans l'impossibilité, dans l'incohérence. Bon, voilà, ça c'est l'aspect le plus synthétique. Maintenant, je vais pour que ce ne soit pas trop abrupt quand même, et ça rappellera un certain nombre de choses, je vais le détailler en 6 points. D'une part, alors, je rappelle que ce que j'ai dit, ce que je viens de dire à l'instant, c'est que il me semble pouvoir affirmer que toute vie humaine
se déploie dans un monde de normes. Alors, là aussi, que de problèmes derrière ce terme, hein, mais dans un monde de normes, c'est-à-dire aucune société proprement humaine ne peut assurer sa vie, à tous les sens du terme, uniquement, je dirais, par des comportements répétitifs qui seraient liés à un héritage patrimonial, biologique ou génétique. Nous ne pouvons vivre à partir d'une certaine époque, peut-être 2,5 millions d'années, que la signification même de vivre passe par des manières de se nourrir, de s'abriter, de se défendre, de faire famille, qui sont propres, qui ont été, je dirais, institués, ça me paraît être le terme fondamental, institués dans le cours de l'histoire humaine, donc qui ne sont pas des héritages génétiques, même toujours resingularisés par les espèces vivantes. Hein. Donc ça, c'est... Et on ne peut plus vivre, à partir d'un certain moment, indépendamment de ces normes de vie qui, alors, sont des normes qui nous précèdent. Hein, enfin, par exemple, pour une population, depuis que l'espèce humaine existe, il y a une manière de vivre au sens le plus matériel, c'est-à-dire quelle subsistance, comment on peut vivre, avec quelle forme de subsistance. À partir d'un certain moment, les hommes ne peuvent plus vivre avec n'importe quelle manière, en se nourrissant n'importe comment, de n'importe quoi. Donc il faut organiser la vie sociale pour pouvoir se pourvoir en ces matériaux de vie. On n'a plus le choix. Et ça c'est antécédent, ça ne concerne plus. Et alors après, ça va se compliquer considérablement. Les normes qui étaient au début non formalisées, non écrites, non même peut-être parlées, puisque c'est pas à partir de comment le langage existe, vont devenir au contraire, avec les sociétés à l'écriture, de plus en plus formalisées, codifiées. Mais l'idée, c'est que le premier point, c'est que je crois qu'on peut définir le fondement des sociétés humaines par le fait qu'il y a toujours des normes antécédentes. Et ça le distingue des sociétés animales, où il y a des manières de vivre collectives, mais qui sont normales, qui ne sont pas instituées dans l'histoire d'une espèce, et qui se répètent de génération en génération, avec quelques cas limites, qui sont aujourd'hui des objets de recherche. J'en ai peut-être dit deux mots, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est intéressant. Certains disent qu'il y a des formes de culture, puisque entre normes et culture, il y a bien une communication, qu'il y a des formes de culture de certaines populations animales différentes des autres qui se reproduiraient. Bon, du côté des grands singes, je mets ça entre parenthèses, mais globalement, on peut dire que le premier point, c'est qu'il n'y a pas de société humaine sans normes antécédentes, avec toutes les variétés possibles au cours de l'histoire de ces normes. Bon, le second postulat, je reviens à mes 4 propositions, c'est que, donc ça, les normes à gauche, qui ne sont pas figurées sur le triangle de l'activité. Il n'y a pas de triangle de l'activité sans confrontation à ces normes. Donc il manque quelque chose dans ce triangle, en quelque sorte, si on veut voir le tout de l'activité humaine. Donc d'un côté, vous avez à gauche, j'ai écrit au tableau les normes antécédentes, vaste problème, mais le terme même de norme me paraît incontestable. D'un autre côté, premier postulat, c'est le postulat de l'impossible. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit sur l'impossible? Il est impossible que vous ne vous en souveniez pas, parce que j'ai assez répété les choses. J'ai dit qu'il était impossible que l'être humain, individuellement et collectivement, soit quoi? Qu'on soit pur mécanique. Oui, il est impossible que nous soyons, nous, êtres humains, dans quelque situation que ce soit, de purs exécutants ou de purs applicants de ces normes antécédentes. Ce qui crée déjà un problème. Il n'y a pas de société humaine sans normes antécédentes, et il n'y a pas non plus. Il est impossible, et là ça renvoie concrètement à quel patrimoine, parce que je n'invente pas un postulat de cette manière, un postulat aussi lourd. C'est là où je me réfère à ce que je vous ai dit. L'impossible, je le généralise à partir de quoi?
je me permets de prononcer cette proposition universelle, que nous ne sommes jamais de purs exécutants. Des situations sont singulières. Oui, oui, mais enfin, c'est vrai, mais je peux le justifier à partir de quelle situation, je dirais de quel exemple. Des observations de situation de travail. Oui, mais j'en ai pris une, oui. Oui. Oui, c'est ça, le cas, c'est pour ça que j'ai insisté sur le cas de l'impératrice Thompson, c'est-à-dire le cas extrême, hein. C'est ce que j'ai appelé un raisonnement a fortiori. Si là où normalement tout a été cadré, prévu, corseté dans le temps, dans un temps extrêmement court, et dans l'espace, dans les gestes, dans l'installation à disposition, au point que normalement, comme dit Taylor, on ne demande pas de penser, si même là, il est impossible de ne pas penser, vous avez vu la photo avec les 19 lanières, vous savez, où il y en avait que je sais pas, une ou deux, où la gestuelle était exactement celle qui était prévue. Donc, si c'est vrai, là, qu'il y a toujours pensé, qu'il y a toujours, que c'est jamais pure application, on peut dire que dans toute situation humaine, les mêmes raisons qui font que dans ce cas-là, il n'y a pas de stricte application, il n'y a pas de raison de supposer que dans d'autres situations, je dirais, moins corsetées, plus compliquées, ce ne soit pas a fortiori vrai. Donc, l'impossible me vient de ces études de nos amis ergonomes sur les situations tayloriennes, comme une sorte de raisonnement a fortiori. Vous voyez? Bon. Donc, il est impossible, et de l'autre côté, il est invivable, et là, d'où je tiens mon invivable, qui est une autre postulation. Comment? Hein? Oui, c'est-à-dire, je vous ai dit, assez rapidement, que la dimension invivable, c'est toute la réflexion philosophique, on peut dire, de Georges Canguilhem, un des trois médecins atypiques. Dans l'autre cas, c'était à la fois Wissner et Odon, mais pour l'impossible, mais un peu pour l'invivable aussi, c'est qu'il est vivre par rapport à la matière inerte, ça ne peut jamais être une espèce de soumission mécanique, effectivement, à un environnement écologique. C'est que, comme dit Canguilhem, je crois que c'est profondément juste, pour un vivant, tout milieu est déjà polarisé en positif et en négatif, en matrice de santé ou au contraire risque d'atteinte à sa santé et à sa vie. Ça, je crois que c'est profondément vrai. Et ça, pour lui, c'est qu'est-ce que vivre? C'est essayer de faire grandir dans le milieu ce qui est valeur positive et au contraire éviter, détruire ce qui aurait valeur négative. Bon, alors, et à la limite, on peut dire qu'il est invivable pour tout être vivant. Il est dans une situation où il est, je dirais, pieds et poings liés à un milieu qui lui commanderait toutes les actions, tous les comportements possibles. Pour Canguilhem, je crois que c'est juste, à la limite, c'est une définition de la maladie, ou de la sénescence ou de la mort. Quand on est là, quand on n'est plus en capacité de faire valoir le positif dans son milieu de vie, on est presque mort, quoi. Du coup, enfin, c'est vraiment la maladie. Normale et pathologique, ça comptait, c'est quand même autour de cette thèse-là. Donc, l'invivable, je le tiens essentiellement de cette source-là, de ce troisième médecin atypique, encore que je pense que ni Odon ni Wissner ne démentiraient cette idée-là. Alors, bien entendu, cet invivable va prendre, à travers l'évolution des espèces, et notamment à travers l'instauration, l'institution des sociétés humaines, dont j'ai parlé au premier point, avec le fait qu'il y ait des normes de vie, ben oui, mais ces normes de vie, l'invivable, ce serait que l'on soit des stricts exécutants. Donc, on récupère en quelque sorte cette notion d'invivable qui s'étend sur l'ensemble du vivant, on l'ajuste à l'espèce humaine, pour laquelle un milieu de vie est toujours un milieu saturé de normes antécédentes.
juridiques, techniques, organisationnelles, de prévention, tout ce que vous voudrez. On est saturé des normes antécédentes. Donc, vous voyez mes deux postulats, impossible, invivable. C'est pour ça que j'ai terminé autrefois sur mes médecins atypiques. Et puis, je vous l'ai dit aussi, il y a cet héritage-là, mais il y a aussi l'héritage d'années, de décennies de travail, je dirais, avec des protagonistes du monde du travail qui n'ont cessé de nous interroger et je dirais, de nous renforcer dans cette opinion. Même presque de nous la provoquer, hein, parce que l'idée qu'il y a toujours cette dialectique plus ou moins contradictoire entre normes antécédentes et triangle de l'activité. Il y a à la fois notre expérience de 30 ans, de travail sur le travail avec des protagonistes du travail, comme nous sommes tous d'ailleurs, et puis, de manière plus conceptuelle, c'est l'héritage de ces trois médecins atypiques. Et puis j'ai dû vous dire aussi que impossible et invivable s'articulait en quelque sorte. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais s'il est impossible, je le redis très rapidement, hein, je vais tenir mon emploi du temps cette fois-ci, s'il est impossible que des prescriptions, des procédures dans nos situations de travail soient strictement dans le ici et maintenant, enfin, puissent s'opérer sans qu'elles rencontrent le triangle de l'activité, ça veut dire que le résultat, ce que j'ai appelé la dénormalisation, renormalisation, qu'est-ce qu'elle introduit dans le milieu de travail par rapport à une procédure de traitement de dossier, par rapport à une procédure de face à face dans un guichet ou avec des clients, ça, la renormalisation, elle est forcément liée au triangle de l'activité de la personne. Ce n'est pas un triangle standard. Chacun va se mouvoir dans ce triangle tel qu'il est, avec son héritage, c'est son rapport à des formes de bien commun, et d'abord probablement le sien, à des formes conscientes ou inconscientes de vie qu'il existe. Donc, la renormalisation va apporter quoi? Quelque chose de singulier dans le milieu. Forcément. Et donc, en appliquant du singulier, en projetant du singulier dans l'univers de procédure, l'univers de face-à-face, l'univers de contrôle d'un équipement d'installation, ça veut dire qu'elle va réintroduire quoi? Du singulier, du non anticipable. Donc quelque chose qui était impossible de prévoir. Ce qui veut dire que impossible et invivable s'alimentent réciproquement et réalimentent en permanence de la singularité, de la déstandardisation de la norme antécédente. Quatrième décomposition de cette synthèse. Quel est le creuset de cette dramatique, pas la dramatique de choix, entre la rencontre de la dramatique de la rencontre entre normes antécédentes et triangle de l'activité. Parce que chaque fois, je t'ai vu déjà à propos de la troisième proposition, chaque fois que je pose cette question, on me regarde avec des yeux très interrogatifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le creuset? Où ça se passe? Quel est... Comment? L'activité. Oui, mais l'activité, c'est donc précisément cette espèce de dialectique, de contradictoire entre ces... Mais oui, mais quel est... Comment? Oui, mais justement, j'ai pas parlé de sujet, j'ai parlé de corps soi. Pour moi, là où
Donc le creuset de cette rencontre, qui peut être très problématique, qui peut être sans problème, mais qui peut être très problématique, c'est ce que j'appelle le corps-soi. Tout simplement parce qu'il y a une espèce je dirais un peu de mystère, dans la façon dont ça se passe entre deux pôles, comme toujours des pôles, c'est-à-dire d'un côté c'est notre corps biologique qui est convoqué dans cette affaire. Et l'exemple de l'opératrice est un excellent exemple, puisque les choix qu'elle va faire ne peuvent pas être déconnectés de ce qu'elle est physiquement, de ce qu'elle a enregistré dans son corps comme dextérité, comme habitude, sans qu'elle y pense même. Donc vous ne pouvez pas comprendre cette renormalisation sans convoquer cette dimension qu'on peut dans un premier temps appeler biologique ou corporelle, mais qui est en fait un corps historique, c'est le corps de cette personne. Bon. Donc, et de l'autre côté, à l'autre pôle, vous avez au contraire, dans l'autre pôle du corps-soi, vous avez la partie, je dirais, la partie, mais je ne peux pas distinguer en partie, c'est ça le problème, le pôle le plus conscient de la personne, qui sait ce qu'elle fait, qui sait pourquoi elle renormalise de cette manière, en partie. Il y a une partie, elle ne peut pas le justifier, parce que tout ce qui est l'économie de son corps, la sagesse de son corps, elle ne peut pas en rendre compte dans le présent, et peut-être qu'elle ne pourra jamais en rendre compte jusqu'au bout, parce qu'on ne sait pas comment s'opèrent toutes nos connexions neurones, comment on capitalise dans la mémoire des muscles, comment on capitalise des gestes. Bon. Et en même temps, ça c'était la 4e proposition, vous vous souvenez, si elle renormalise de cette manière, si d'un côté il y a son économie biologique, son économie du corps qui est convoquée, il y a aussi, qu'est-ce que c'est à l'autre pôle? C'est le fait que c'est la 4e proposition. C'est qu'elle dit, oui, j'ai fait ça aussi pour ne pas gêner ma voisine. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qu'elle peut mettre en mots, conscientes, et qui sont liées à un monde de valeurs qu'elle, d'une certaine manière, qu'elle peut plus ou moins présenter, qu'elle appellera éventuellement, ou qu'on appellera après elle, d'un mot qui peut peut-être être travaillé, solidarité, par exemple. Ça, c'est au pôle du plus délibéré, du plus conscient, du plus voulu. Bon, le corps-soi, il traverse tout ce champ-là. Et je pense que le fait de travailler justement avec l'ergonomie qui travaille dans le microscopique, ben, nous oblige à, par rapport à d'autres disciplines, justement à ne pas se contenter d'un terme peut-être trop restrictif qui serait le terme du sujet, parce qu'on voit très bien que c'est la personne dans toute sa profondeur, et toute cette communication, moi j'appelle ça enchâssement de normes, entre des débats qui s'opèrent au niveau le plus biologique, le plus neuronal, et puis qui doivent, si possible, être cohérents avec des débats qui s'opèrent au niveau plus conscient. Oui, il faut absolument que je gagne un peu de temps, parce que s'il y a la moindre variabilité dans l'écartement de mes composants, je vais prendre du temps, ma voisine elle est déjà fatiguée, et je peux pas, il ne faut absolument pas que je coule sur elle. Ça, c'est conscient. Voilà. Alors, le 5e point, c'est que, j'ai un peu dit, c'est que, et ça rejoint de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait nous dans une situation de travail concrète, comment on situe, comment on en parle, comment on écoute, comment on la gouverne, si on a des responsabilités d'encadrement managérial. C'est que cette articulation entre, d'un côté, normes antécédentes, chaque situation de travail, il y a une dimension des normes antécédentes qui est la même pour tous, par exemple, tout ce qui est la dimension juridique, que ce soit les lois, le code civil, le code du travail, le code de la sécurité sociale, il y a un certain nombre de choses au niveau des normes antécédentes qui sont communes à toutes nos situations.
Et puis il y en a qui sont plus ou moins spécifiques à notre branche professionnelle, le fait qu'on est un privé et un public, qu'on est dans telle branche ou dans telle entreprise. Bon, donc il n'y a pas, à chaque fois, il y a un monde de normes antécédentes où il y a à la fois du relativement général dans une entité donnée, par exemple dans notre pays, et puis des éléments qui sont beaucoup plus proches, je dirais beaucoup plus déjà dans une certaine forme d'adhérence, même si les normes antécédentes sont du côté de la désadhérence, mais qui renvoient à le lieu, l'entreprise, l'institution où on a à agir. Mais donc ce débat, donc, que j'appelle débat de normes, qui est fondamental, entre ces normes antécédentes avec toute leur diversité d'un côté, et puis de l'autre côté, le postulat qu'il est impossible et invivable que chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, on applique. C'est-à-dire, que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de triangle d'activité. C'est le déni du triangle de l'activité, si c'est ça. Donc si on réintroduit, comme à mon avis c'est absolument inéluctable de le faire, si on ne parle pas de l'homme ni de la vie, l'homme et les femmes, si on réintroduit cette dialectique-là, fondamentalement, on est obligé de considérer la situation qu'on a face à soi comme, en partie, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure, totalement singulière. Oui, oui. Même si les normes antécédentes ont un certain degré de généralité, de toute façon, il faut les ajuster à la situation qu'on vit. Mais l'impossible et l'invivable, personne n'a exactement le même, il donne le même contenu. Ça veut dire que ce qui se passe dans le triangle, on ne peut pas le prévoir. Aucune mécanique ne permet de prévoir comment ça va se... Comment dire, je ne sais pas comment... Qu'est-ce qui va se touiller dans ce creuset, hein. Et donc le résultat, dénormalisation, renormalisation, a toujours une partie qui est resingularisée. On n'y échappe pas. Ça, c'est évidemment, comment dire, c'est le problème majeur de tout ce qui nous importe, nous, dans le comportement par rapport à nos semblables, qui ne sont jamais des êtres standards. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Mais dans nos comportements, dans les situations de travail, où aucune situation de travail, donc, ne peut être approchée avec l'idée qu'on la connaît, qu'on est un monsieur tout le monde et qu'on sait déjà ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de triangle de l'activité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'humanité. Donc ça, c'est un obstacle majeur, celui qui est certainement le plus difficile à assumer et à accepter pour toute personne ayant des responsabilités ou voulant exercer du pouvoir sur les autres. Là, il y a un os majeur. C'est que, et c'est ce qu'on appelle nous l'inconfort intellectuel et social d'ailleurs. Si on fait comme si, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mutilation et qui fera crise quelque part. Et donc, dernier point, ma synthèse, pour moi, et c'est là où cette fréquentation, disons, des situations de travail depuis quelques décennies, me conduit à reposer les questions à la philosophie, à des questions majeures. C'est que, il me semble que cette dialectique des normes, ce débat des normes, normes antécédentes, confronté impossible, invivable, donc triangle de l'activité, d'où renormalisation, ce d'où renormalisation, ça crée de l'histoire. Est-ce que, quand je dis ça, ça vous paraît compréhensible? Non, pas trop?
Oui, j'ai dit la dernière fois, mais c'est pas pour ça que c'est plus compréhensible. Hein. Ben, si on était sur le déni du triangle de l'activité, hein, des normes antécédentes, on déduit ce qui va se passer. On déduit, ça serait la stricte application de ces normes antécédentes. Alors, on me dirait, oui, mais alors, où est l'histoire? Ben, l'histoire, ça serait uniquement l'histoire de quoi? Ce qui est prévisible de l'application des normes. Oui, donc l'histoire, elle refluerait uniquement vers les normes antécédentes. Puisqu'on aurait les normes antécédentes, on déduit ce qui va se passer. Puisqu'il n'y a pas d'impossible indubitable, il y a déni du triangle. Alors, bon, donc, il y a bien de l'histoire, mais ce serait l'histoire des normes antécédentes. Mais alors, je vous pose la question, c'est un peu compliqué, mais quand même, on peut l'exprimer simplement. Pourquoi il y aurait une histoire des normes antécédentes? Qu'est-ce qui conduit à retravailler en permanence les normes? Après tout, c'est bien confortable qu'il y ait des normes antécédentes. Si tout le monde l'accepte, ça se passe comme ça, pourquoi bouger? Comment? Exemple. Pourquoi, à un certain moment, l'organisation scientifique du travail reflue partiellement? On est bien d'accord? Pas partout. Et elle se reformule sur d'autres manières. D'accord. Mais enfin, il y a eu quand même de grands investissements dans les industries manufacturières pour transformer un certain nombre d'ateliers, de soudure, d'usinage, dans des ateliers avec des formes d'automatisme, de robotisme, de gestion informatisée. Après tout, c'est des coûts. Si on était resté comme ça serait très bien. Donc, je pense que s'il y a eu, dans cet exemple-là, s'il y a un certain moment, après 30, 40, 50 ans de développement de l'organisation scientifique du travail dans les pays, industrialisés, parce que c'est aussi vrai des États-Unis, de l'Europe, et d'une certaine manière aussi de la Russie soviétique, à certains égards. S'il y a un reflux, pourquoi? Ben derrière, parce que ça fait crise à un certain moment, parce que ça ne marche plus, voire redonne, et donc, c'est bien parce qu'il y a sans cesse des continents de renormalisation qui sont autant de protestations contre cette manière de déni du triangle de l'activité, qu'il faut remettre en histoire nos normes, que ça ne marche pas comme ça. C'est la vie humaine, c'est la résistance, si on veut, c'est la recréation permanente d'une autre manière de travailler et de vivre. Et c'est pour ça que les normes antécédentes, ben, sans cesse, elles sont resoumises à contestation visible ou invisible, parce que souvent on ne le voit pas, mais ça ne marche pas. Et il faut donc en permanence, sous des formes les plus diverses, concertation de manière autoritaire, comme ça ne marche pas, ben on réessaye d'autres normes antécédentes, ou les reconcocte de manière plus consensuelle, j'en sais rien. Voilà, donc, je prétends que avec ça, on a la base, la matrice de toute histoire humaine. Alors c'est peut-être là aussi audacieux de le dire, mais s'il y a de l'histoire humaine, c'est parce qu'on n'échappe pas à cette espèce de scène universelle de l'histoire humaine, qui est cette dramatique entre des normes antécédentes et le fait qu'on n'échappe pas à des formes de renormalisation. C'est pour ça qu'il y a l'histoire, c'est pour ça qu'il y a du conflit, c'est pour ça qu'il y a de l'histoire humaine, qu'on n'est pas comme des sociétés animales. Précisément parce qu'il n'y a pas de normes. Précisément parce qu'il n'y a pas de normes. C'est pas vécu comme des normes antécédentes dans les sociétés animales. Toute norme, parce qu'elle a été instituée, suppose aussi qu'elle peut être contestée. Elle n'a pas la naturalité d'une loi comme la loi de la chute des corps. Elle a été instituée
dans l'histoire, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on sache quand ou pas, n'empêche que c'est une manière de vivre qui n'a aucune nécessité absolue. Oui? Oui, mais je réfléchis en même temps que vous parlez. J'espère bien. Et quand, par exemple, on est parti du taylorisme, et là, on est sur le lean de plus en plus. Sur le lean management. Oui. On voit que, enfin, dans quelques études que j'ai pu lire, notamment celle d'Antoine Valère, que l'OST, enfin le lean, c'est pire que l'OST, par exemple, que l'Organisation scientifique du travail. Donc, est-ce qu'au final, on recrée réellement, parce que si c'est pire que ce que c'était dans l'OST, enfin, voilà, c'est la question que je me pose alors, bien sûr. Oui. Oui, parce que j'ai dit, alors, je pensais que j'étais peut-être imprudent, qu'on n'irait jamais aussi loin dans la prescription que l'OST. Et vous me dites, oui, mais le lean management fait pire. Bon, ça, je pense... C'est pas moi qui le dis, hein. Oui, mais alors attention, c'est pas vous qui le dites. Je pense que là... Oui, mais ça suppose là aussi, comment dire, certains sans doute ont fréquenté du lean management plus que moi, mais il n'y a pas de formule simple. Hein. Moi, par exemple, justement, ça m'intéressait, j'ai visité, c'est pas un jour, on peut prendre conscience de tout, mais une entreprise, une grande entreprise qui marche bien d'ailleurs, qui s'appelle Eurocopter, hein, où on pratique le lean management, mais où, avec sous la houlette de 2 personnes, une amie Laurence Béliès, qui est ergonome d'entreprise, et puis un ami Martial Petit, qui est technicien, qui a suivi l'enseignement, qui est un militant, hein, et qui est en même temps quelqu'un qui travaille dans le déploiement de cette méthode-là. Bon, et puis j'ai assisté à des débats des dirigeants entre eux. Bon, je crois qu'il y a, autant que je peux en savoir, là il y a des gens qui en savent plus que moi, mais qu'il y a plusieurs manières, plusieurs formes de lean management. Il n'y a pas un seul. D'abord, entre le lean management dans les industries manufacturières et dans les services, c'est pas pareil. Et puis, de toute façon, la manière dont c'est fait me paraît toujours laisser la place à la vie humaine, si je puis dire, au fait qu'il y a toujours des moments où il y a toujours un problème d'usage de soi par soi, d'usage de soi par les autres. Donc, je sais que certains disent c'est une reprise du taylorisme, d'autres seraient plus nuancés. Moi, je ne veux pas porter un jugement catégorique là-dessus. Bon, je sais qu'il y a des gens qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi ici, mais d'un autre côté, je veux être extrêmement directif et laisser la place à ce que j'appelle la deuxième mi-temps. Donc, est-ce qu'il y a néanmoins une ou deux questions avant que... Alors, non, un dernier point là-dessus. Il y a tout un chantier massif qui est posé par cette synthèse. C'est ce que j'appelle le chantier épistémologique. Dont je ne parlerai pas là, j'en ai parlé d'autres fois, mais parce que faut faire des choix. Hein. L'activité humaine, c'est toujours des choix à faire, bon ou mauvais, j'en sais rien, mais simplement on se pose la question. Si nous sommes des êtres d'activité, c'est-à-dire qu'il y a toujours en nous ce que j'ai mis au tableau. Je pose la question, qu'est-ce que c'est alors que connaître l'activité? J'ai déjà posé cette question. Qu'est-ce que c'est que connaître l'activité humaine? Dès qu'il y a activité humaine, il y a cette espèce de tourbillon qui s'opère, là, qui est au tableau, dont le résultat est quelque chose qui, de toute façon, pouvait ou ne pouvait pas être anticipé. Hein? Vous ne pouvez pas, par définition. Alors ceux qui prétendent déjà pouvoir anticiper ça par des modèles, par tout ce qu'on veut,
là, il y a quelque chose de charlatanerie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'anticiper ce que peuvent produire des normes antécédentes. Parce que ce qu'on peut connaître, c'est évidemment les normes antécédentes. Parce que bien sûr, nous sommes soumis à des normes antécédentes. Donc ça va créer ce que certains appelleront des régularités. Oui. Mais à partir du moment où vous prenez les régularités comme le tout de ce qu'il y a à connaître, à partir du moment où vous prenez ces régularités comme la causalité issue de ces normes antécédentes qui vont produire tel ou tel comportement, à nouveau, vous êtes dans le déni du triangle. Et vous ne connaissez pas ce qui se passe. Hein? Organisation scientifique du travail. Scientifique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein? C'est le modèle, le paradigme majeur, mais enfin, il se poursuit par d'autres biais. Hein? Peut-être ce que vous disiez sur le lean management, de manière, à mon avis, un peu excessive, mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'organisation. Il y a peut-être une organisation qui se veut scientifique, mais si on veut, à partir de là, savoir ce qui se passe réellement dans le travail, c'est faux. Il ne peut pas se passer des choses comme ça, ou alors vous barrez tout ce que j'ai écrit. Mais, à ce moment-là, je vous avais déjà prévenu, non seulement vous barrez ce qu'il y a au tableau, mais vous barrez tout ce que je vous ai dit, vous contestez mon exemple de la Thomson. Je dis, si vous acceptez cet exemple, si vous ne contestez pas, vous ne contestez pas les quatre propositions, vous ne contestez pas tout ça, alors à ce moment-là, vous pouvez dire, oui, on peut savoir. Mais à partir du moment où vous acceptez, je ne sais pas comment on pourrait faire pour ne pas accepter, hein, mais vous êtes conduit à me poser des questions, mais alors, dès qu'il y a activité humaine, qu'est-ce que ça veut dire que connaître quelque chose là-dessus? Comment on doit s'y prendre pour connaître quelque chose dessus? Et à ce moment-là, on doit faire une sorte de répartition, pas de réflexion sur ce que j'appelle moi, et j'y tiens beaucoup, l'usage sain et saïen de notre faculté des concepts. L'usage sain de notre faculté des concepts. Je pense que si la démarche écologique elle a une valeur, elle doit aboutir à ça. Ça veut dire que nous vivons dans un usage perpétuellement malsain de notre faculté des concepts. Et pourquoi? Là, je ne développe pas. Mais vous avez déjà vu sur les savoirs. Hein. Adhérence, désadhérence. On en a besoin. Vous êtes dans une installation, une industrie de process, vous devez savoir un certain nombre de normes, de règles, de fonctionnements techniques qui sont en désadhérence, et il faut les savoir. Bon, les savoirs issus de la physique, la chimie, de la biochimie, sont des savoirs que vous produisez dans la désadhérence. Et dans notre univers humain, ces deux usages de concepts, ceux qui sont produits dans la désadhérence, un usage du concept d'électron, j'ai déjà parlé, et puis le fait que ça interfère avec des situations de vie humaine, travail humain, on vit sans cesse dans le mixte. Mais derrière ce mixte, il y a ce que j'ai appelé l'usurpation. J'ai déjà employé ce terme, qui est l'usage malsain, mais qu'on reproduit sans arrêt, qui est d'user des concepts qui touchent aux activités humaines, de proches ou de loin, de la même manière qu'un physicien définira ce que c'est que la résistance d'un conducteur. L'usurpation, d'une certaine manière, c'est toujours le déni du concept du triangle. Bon. D'où un travail vraiment que je crois fondamental à faire sur... il y a trois dimensions, je les cite, mais je m'arrête là pour ce qui est de ça. Il faut distinguer les champs. Le champ des objets qui n'ont pas de débat de normes. Un électron n'a pas de débat de normes.
une cellule non plus, une cellule biologique non plus, une planète non plus. Et puis, alors, depuis j'ai compliqué les choses, les champs d'objets, d'êtres, plutôt, qui sont différents de ceux-là. C'est compliqué parce que vous avez tout ce qui est de l'ordre vivant, et ça nous oblige, c'est pas simple, donc peut-être des bêtises, à distinguer le champ du végétal, le champ de l'animal et le champ de l'humain. J'avais essayé de le refaire récemment, mais c'est peut-être pas très juste. Avec cette difficulté que nous, êtres humains, je crois que je vous l'ai déjà dit, quand on va se faire une analyse de sang ou un IRM, ben, on relève d'un objet qui n'a pas de déballement. C'est-à-dire qu'on est complètement anonyme, on est un corps biologique. D'où on est à la fois des êtres qui appartenons, qui sont des objets qui sont manipulables par, disons, des investigations qui nous neutralisent comme êtres singuliers, et en même temps, on n'arrête pas d'être des êtres sujets de déballement. Le problème de la médecine, par exemple. Donc il y a des champs, il y a des différents types de concepts qu'il n'y a pas intérêt à mélanger. Le concept d'électrons, les noyaux atomiques, d'acide chlorhydrique, ça, ils sont dans le champ des objets qui n'ont pas de déballement. Si vous avez des objets, des concepts qui visent des objets, qui sont liés à des êtres, nous, donc qui vivent dans le champ ergologique, c'est-à-dire le champ d'activité, et qui sont différents les uns des autres. Bon, alors là, je donne des exemples et je passe, c'est pour une autre fois, si ça vous intéresse. Vous avez le concept que je reprends toujours, le concept de contrat de travail, ou n'importe quel contenu d'une loi quelconque. C'est pas la même chose que le concept d'habitus chez Bourdieu ou de désaffiliation chez Albert Castel qui nous a quittés très récemment, ou de langue et parole chez Saussure, par exemple. C'est pas la même chose. Et puis vous avez le concept de corps-soi, ou dramatique usage de soi, ou d'entité collective relativement pertinente. Ce que mon ami Durafour appelait le bazar ergologique, c'est un peu autre chose aussi. Voilà. Donc il faut, à mon avis, si on va avoir un usage sain de la faculté des concepts, il faut savoir distinguer ces trois types de concepts. Bon, alors, une ou deux questions, mais pas plus, parce que je voudrais terminer cette première partie pour revenir sur la double anticipation et discuter après de vos sujets de mémoire. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas compris grand-chose à ce que vous allez me dire. Peut-être que si, vous avez très bien compris. Oui? Plus fort, oui. Oui. Non, vous avez, d'un côté, c'est le plus simple, c'est les objets qui n'ont pas de débat de normes. En quelque sorte, le monde matériel, si je puis dire. Et puis vous avez le champ, disons, de tous les êtres vivants. Vous voyez? Mais là, c'est pas très simple. Et dans ce champ, vous avez à distinguer le règne végétal, le règne animal et l'humain. Tout en sachant que tout être humain que nous sommes, tout être d'activité que nous sommes aussi soumis à des modes d'investigation, d'exploration, qu'on appelle fonctionnels par exemple, à des modes de recherche sur nous-mêmes qui relèvent du premier champ. Mais en même temps,
Est-ce que ça répond brièvement? Alors, bon, vous voyez, c'est un champ... c'est pas arbitraire ce que je vous dis, c'est que derrière cette réflexion sur l'usage sain de la faculté des concepts, issue de ce que je viens de vous dire dans ma synthèse, vous avez là une espèce de règle déontologique, je dirais, ou politique, dans le rapport que vous avez avec vos semblables, et notamment dans le rapport que vous avez avec vos semblables dans le monde du travail. C'est que comment, avec quelle notion, quel type de savoir, quel type de certitude ou d'incertitude, de confort ou d'inconfort, vous allez essayer d'organiser une équipe, une installation, programmer une nouvelle entreprise, ou changer le droit dans le secteur de l'entreprise privée, par exemple. Vous allez manipuler des concepts. Et derrière, vous avez l'activité humaine. Donc, il y a ce lien, ce nexus très étroit entre l'anthropologie que je vous ai synthétisé brièvement et puis votre activité de chercheur, de consultant, de gestionnaire, de manager, de tout ce que vous voudrez, ou de responsable syndical. Tout ça, et vous ne pouvez pas passer à côté. C'est pour ça que derrière toute cette spéculation, il y a des essais de mise à l'épreuve, d'intervention, intervenir dans la vie des autres, c'est bien ce que dit ça, hein, valeur. Hein. Qu'est-ce que ça produit? Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, je sais qu'il y en a des tas de rentrées, mais je voudrais revenir sur Est-ce que je peux revenir sur la double anticipation ou vous êtes mal à l'aise? Bon, j'espère que vous avez quelques souvenirs sur ce que j'avais dit au début sur la double anticipation. Non, pas du tout? Ah, merci. Non, mais il m'a semblé que c'était intéressant pour discuter de ce qu'on vous demande dans le cadre du master. Et en profitant qu'il y a là des gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'intervention. Alors, en plus, ça m'intéresse parce que j'ai eu l'occasion je vous l'ai dit, d'intervenir dans un colloque récemment, fin janvier à Lisbonne, un colloque des sciences de l'éducation qui était consacré à la formation professionnelle. Et j'ai donc repris ce concept de double anticipation, qui est un vieux concept, un des plus anciens d'ailleurs, hein, que j'ai conduit à proposer, même avant, même plus il y a plus de 30 ans d'ailleurs, de le reprendre dans ce cadre-là. Et je vous dis d'ailleurs je pense qu'il va paraître dans l'éducation permanente dans la fin de l'année, ce texte-là. Alors, je vous rappelle, juste avant la pause, quelques points sur ce concept, pour qu'on puisse discuter après, en quoi ça évoque quelque chose dans vos tâches actuelles. Donc, je vous rappelle, l'idée c'est que ça, c'est toujours une conséquence de mon anthropologie de l'activité. Hein. J'invente absolument rien. C'est que dans toutes nos situations d'activité, notamment de travail, celle qui nous intéresse ici, il y a toujours donc une rencontre de formes d'anticipation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui anticipent l'activité des autres. Des gens, des institutions. Bon. Et c'est normal et inévitable. Alors, la première anticipation, je vous rappelle, si vous l'avez un petit peu oublié, c'est la plus facile à comprendre. Quand j'ai dit que tout milieu
le travail est saturé de normes antécédentes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a diverses institutions, divers collectifs, divers groupes qui ont déjà encadré ce que vous avez à faire ou ce que vous allez faire. Alors j'ai dit, par exemple, dans le cadre de la loi et du code pénal, il y a des choses que vous n'allez pas tuer votre chef, normalement. Hein. Ça vaut pour toutes les situations de travail. Bon. Mais, donc ça, tout ce qui est de l'ordre de la loi, ça renvoie au système, aux organismes de la démocratie, au système juridique, des institutions très éloignées, mais bon, qui existent. Et puis, vous avez des formes de travailler en commun, des organisations de travail, des organigrammes, des référentiels de tâches, de rémunération, enfin des grilles de rémunération, des normes de prévention, avec des conséquences si vous suivez ou si vous ne suivez pas ces normes. Donc, il est impensable, et d'ailleurs c'est pour nous impensable, je dirais, ce serait... Vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de normes antécédentes, d'ailleurs il n'y en a pas, mais c'est une situation pathogène, vous connaissez très bien une situation où vous ne savez pas vraiment ce qu'on vous demande de faire, ni comment on peut le faire. Donc il n'est pas question de dire il faut se débarrasser de normes antécédentes, ça n'a aucun sens. Aucun sens humain, puisqu'on travaille toujours dans un monde de normes antécédentes, si on n'est plus être humain. Mais même dans les situations de travail, c'est une façon de rendre la situation impossible que de supprimer toutes les normes. Bon, mais donc vous avez toujours, et chaque fois il faut exactement faire l'inventaire de ces normes antécédentes, parce que c'est pas toujours évident. Parfois, elles ne sont pas portées par les mêmes personnes, elles ne sont pas, je veux dire, portées, mais c'est vrai qu'ils ont inventé, mais je ne sais pas, par exemple, dans le travail à domicile, ou à domicile, il y a plusieurs prescripteurs, comme on dit, qui sont différents les uns des autres. Hein. Bon. Mais ça, c'est tout ce qui est la première anticipation, je dirais, celle qui est la plus évidente, et la plus, je dirais, la plus, en un sens, parce qu'elle est évidente, c'est la plus délicate. Hein. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une efficacité de ces normes antécédentes, voire l'efficacité du savoir scientifique, du savoir technique, voire la nécessité de normes de prévention, très vite, on arrive à, ce que je disais tout à l'heure, dire, bon voilà, c'est ce qui va se passer ou c'est ce qui doit se passer. Ça ne peut pas vraiment se passer autrement. Et donc, le risque, c'est le déni du triangle de l'activité. Si on s'en tient à la première anticipation. Alors, le premier point que je voulais vous rappeler, c'est que en gros, d'après la seconde, ça va être quoi? D'après ce que j'ai déjà dit ou écrit au tableau. Comment? Ça va être l'expérience et le retour de l'expérience. Oui. Donc il se passe quelque chose, il y a de l'histoire, il y a des renormalisations. Alors, ou bien on dit, on ne peut pas le savoir, mais on s'y retrouvera quelque part. Et nous, dès qu'on a dirigé ou géré quelque chose, il faut assumer, il faut savoir ça. Si on refuse on va se... Quelque part, on ne sait pas où, pas forcément d'ailleurs dans l'institution ou l'entreprise, c'est ça qui est grave. C'est pas forcément ceux qui cassent les ponts qui auraient à les payer après. Ça peut se déliter dans la famille, dans la vie civile, etc. Non, mais c'est ça, c'est un sacré problème. Hein. Comment gérer ce délitement lié au déni du triangle de l'activité. Bon, mais c'est que la deuxième anticipation, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, la deuxième, c'est que ou bien personne s'y intéresse, ou bien personne ne veut le savoir, ou bien des renormalisations, ça anticipe le travail d'autres personnes, que je vais d'ailleurs détailler. Vous voyez? Si personne s'en occupe, si tout le monde s'en fout, si personne ne veut le savoir, bon, il n'y a pas...
il n'y a plus la deuxième anticipation. Alors qu'elle est virtuelle, la deuxième anticipation. La première, pas de problème, on fonctionne comme ça. Il est impossible qu'il n'y ait pas des normes procédurales, des normes organisationnelles, des normes... C'est évident. Il en faut, mais parfois il y en a un peu trop. Hein. Enfin, on sait. Mais par contre, l'idée qu'il faut que je réfléchisse sur ce qui s'est recréé, retravaillé dans le milieu d'action, et que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour éventuellement retravailler mes normes, ça, c'est virtuel. Et c'est le problème majeur. Parce qu'il y a des obstacles de toutes sortes, voire l'usage sain de faculté des concepts, à se sentir convoqué à retravailler les normes. Alors, justement, vous parliez d'expérience. Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques que vous connaissez qui, je dirais, se situent un peu sur cette deuxième anticipation. Par exemple, vous parliez d'expérience. Il y a des pratiques comme le retour d'expérience, par exemple. Hein. Ça se situe un peu sur ce champ-là de la deuxième anticipation. Nous, qui avons prescrit, voyons comment ça s'est passé, comment a été vécue notre prescription, est-ce que ça a marché, et bon, ça nous amène à réfléchir. Voilà, c'est un fonctionnement partiel de la seconde anticipation. Par exemple, les pratiques de validation des acquis d'expérience, il y a un peu de ça aussi. Les bilans compétences, il y a un peu de ça aussi. Je parlerai par exemple dans l'insertion professionnelle, il y a des formes d'évaluation. Je pense par exemple à tout ce qu'a mis en place Mamie Louis Durive sur repérage, ancrage. Si vous connaissez, c'est pas grave. Mais donc il y a un essai de se sentir convoqué à retravailler les normes parce qu'on sait qu'elles ont été retravaillées. C'est le fait de se sentir, on transmet, on produit des normes antécédentes, mais si on n'est pas dans l'inconfort intellectuel sur la justesse de ces normes, mais beaucoup plus grave, social, je suis le cadre, je suis le chef, et pourtant, je dois admettre que dans le concret du bureau, il y a des choses qui ont été retravaillées. C'est un inconfort social, ça. Pas facile à admettre. C'est tout le rapport savoir-pouvoir. Bon, j'ai 4 points, je crois, et je m'arrête sur la deuxième anticipation, elle est virtuelle. Elle est nécessaire, mais ce n'est pas du tout sûr que certains vont la prendre en charge. Donc, elle va porter sur quoi, cette seconde anticipation? Ceux qui vont convoquer, alors je vais détailler qui c'est, mais ce n'est pas si évident. Ceux qui vont convoquer, ceux qui seront convoqués par la deuxième anticipation, ils seront convoqués sur quoi? Ils seront convoqués sur comment chacun, ou comment moi, je repense mon travail. Comment je repense mon activité. Alors, là-dessus, on pourrait peut-être revenir, si Christine Castejean me permet, sur le texte initial de la jeune caissière, vous vous en souvenez, hein, qui devait contrôler les billets de banque. Vous vous souvenez de cet exemple? Bon, ou bien, il y a déni d'activité, il y a déni du triangle, on refuse d'envisager tous les problèmes que c'est posé, ou bien on essaie de comprendre comment elle a repensé son travail. Et c'est bien, je ne vais pas citer, mais enfin... Elle nous fait entrer un tourbillon de tous ces clients contre lesquels elle se défend. Bon. Donc son discours s'emballe sur le récit des scènes qui la mettent en confrontation avec les clients, les gens nerveux, etc., les porteurs de gros billets, les jeunes qui raquettent et s'attaquent aux petits vieilles, etc. Bon. Alors, elle
elle repense un peu son travail en fonction de cette rencontre de la diversité. Bon. Voilà un exemple simple, mais qu'on rencontre partout. Elle repense son usage de soi par elle-même. Il y a un usage de soi par les autres qui serait la stricte application de la direction sur le contrôle aux caisses. Et puis, elle repense, elle a un usage de soi par elle-même, compte tenu de l'expérience qu'elle a acquise. Alors, ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on considère qu'on met ça à profit aux pertes, ou bien on en fait quelque chose? Rappelez-vous le pilote, Joanneau, et sa mosaïque de consignes. Bon, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas ça qui me permet de prendre des décisions dans le présent du présent. Vous vous souvenez? Bon, qu'est-ce que j'en fais de ça? Je pense à la thèse, je crois que je vais en parler, Martinez-Pérez, sur le jeune chaudronnier qui a fait une thèse sur le travail de chaudronnerie. Je vous en ai parlé un petit peu, non? Non. Bon. Il y a sur le dessin industriel qui est censé anticiper mon travail, moi, dans l'atelier, puisqu'il a fait l'expérience, c'est un ancien chaudronnier. Il y a des tas de choses que je suis obligé de réinventer. Par exemple, le passage à la 3 dimensions, le fait de passer au millimètre, ça change beaucoup de choses. Le fait même de ce qu'il appelle les connecteurs logiques, c'est pas et, c'est et ou. Bon, il y a toute une série de repensées de son travail in concreto qui doit absolument, qui font que la pièce sera correctement usinée. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, tous les exemples, y compris on pourrait commencer par l'exemple de la caissière, de l'opératrice Thompson, il y a une repensée du travail. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, si on prétend parler du travail, si on prétend dire qu'on en connaît quelque chose, ben, ça veut dire qu'il faut travailler sur cette repensée du travail. Et vous voyez, en quelque sorte, c'est une anticipation, c'est-à-dire que ce retravail, c'est pas lui l'anticipation, mais il anticipe le travail de ceux qui pensent qu'il y a à repenser ce travail. Oui, c'est différent. Oui, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la jeune caissière, elle anticipe, mais elle n'a pas pour fonction anticiper. Elle raconte dans certaines conditions ce qui se passe. Mais ce faisant, elle anticipe le travail d'un certain nombre de gens qui peuvent très bien ne pas se sentir du tout convoqués par cette anticipation. Alors, troisième point, à qui ça renvoie ça? Finalement, à la réflexion, ça renvoie, la deuxième anticipation, elle convoque, je dirais, 3 catégories différentes. Et là, peut-être que ça va un peu évoquer vos propres travaux. Hein. Dans le petit texte sur la caissière, à mon avis, ça anticipe quoi? Ben, ça anticipe le travail de la direction, des contremaîtres, de la façon de gérer le contrôle des billets à l'arrivée. Ou bien il n'en fait rien, ou bien il pense qu'il y a peut-être quelque chose à en faire. Il y a peut-être quelque chose à en faire du point de vue des normes du contrôle. Donc, un des convoqués de la seconde anticipation, c'est le management, l'encadrement, la gouvernance du travail. Ils sont toujours convoqués par ça. Ils se sentent ou pas, ils ont des démarches, je dirais, bon, qui sont sur le chemin. C'est-à-dire, par exemple, le retour d'expérience. Ou bien, ils minimisent. Mais ils sont convoqués. Il n'y a aucun responsable, aucun cadre, qui ne soit pas convoqué d'une certaine manière par ce retravail des normes antécédentes. Deuxième niveau, je dirais, oui. Le micro. Ah, pardon. Deuxième niveau, les formateurs. C'est un colloque sur la formation professionnelle, mais ce jeune docteur, puisqu'il a fait une très très bonne thèse, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit que il y a une formation professionnelle d'usinage, de chaudronnerie, avec le dessin industriel, qui doit préparer normalement la rencontre du chaudronnier dans son atelier avec une pièce à usiner, avec tous les outils nécessaires.
la façon dont, in situ, lui-même, en travaillant avec les autres, il voit tout ce qu'il y a à repenser, à reproduire d'intelligence, de gestes, voire d'outillage, pour faire passer l'objet non usiné à objet usiné via le dessin, le plan qu'on lui donne, manifestement, ça doit renvoyer aux formateurs. Ça doit faire réfléchir les formateurs. Et voilà une dialectique permanente, à mon avis, dans toutes les formations professionnelles, entre l'agir dans le milieu et la reconception de la formation professionnelle, plus ou moins. Mais dans ce cas-là, Chaudronnier, il anticipe, sans le savoir, mais il anticipe le travail de la conception de la formation professionnelle. Non ? Et ça, je crois que c'est général. Hein. On est, alors, plus ou moins, mais comme dans les situations de travail, compte tenu des changements permanents dans les formes de travail, dans les équipements, dans les technologies, ce retravail ne cesse de se reproduire. Donc, s'il n'y a pas une boucle permanente entre l'activité de travail et la formation professionnelle, il y a un écart qui va se créer, une certaine obsolescence. Enfin, troisièmement, et ça c'est pas le moindre, et dans cette thèse, puisque j'y reviens, de Martinez-Pérez, qui est maintenant maître de conférence en sociologie à Reims, un de ses acquis, c'est que ce qui est anticipé aussi, c'est le retravail du sociologue, du chercheur. Ça, pour moi, c'est très important. En plus, il dit quelque chose que j'avais dit, moi, depuis 1986, à propos de toute une étude de Bourdieu. Ce qu'il dit, c'est que, dans sa thèse, il montre qu'il y a ce qu'il appelle une littératie ouvrière. Alors, littératie, c'est un terme, je ne sais pas si vous connaissez, de l'anglais Jack Goodman, G2ODMAN, qui a beaucoup travaillé sur l'écrit. Il a même produit des ouvrages très importants qui montrent qu'est-ce que ça transforme dans le monde, dans l'univers social, dans les relations sociales, dans les relations professionnelles. Dans le monde social, le fait de l'écriture. Et donc, il dit, on voit qu'il y a un rapport à l'écrit du monde ouvrier dans l'atelier, dans la repensée du travail, qui a été très largement ignoré de la sociologie du travail. Et d'une certaine manière, il conteste ce que moi j'ai vivement contesté dans ma thèse en 86, 88, le fait, cette espèce de distinction entre la culture dominante et la culture dominée. Ça ne veut pas dire que faut faire passer ça à la poubelle, pas du tout, mais enfin, n'empêche que moi j'ai toujours pensé que les formes d'intelligence au travail, ça passe mal avec une espèce de dichotomie entre l'intelligence des intellectuels, des fabricants de concepts, et celle qui manipulent. Parce que on fréquentait le monde du travail, les ergonomes, on voyait que c'est pas vrai, c'est pas... Et là, voilà, là il y a des éléments tangible, dit, ce que je rencontre dans mon atelier de chaudronnerie, ça reconvoque le sociologue du travail quand il prétend parler de l'intelligence ouvrière. C'est pas peu, hein. Il parle de Bourdieu. Il y a beaucoup d'estime pour lui, ce que je comprends, je partage. Hein. Voilà, alors dernier point que j'arrête. C'est ce que j'appelle la question du rapport en valeur. C'est là où le fait d'ignorer, de ne pas se sentir convoqué par le second d'anticipation est éthiquement et politiquement grave. Pourquoi? Parce que la première anticipation, elle ignore le rapport en valeur qu'on peut avoir à une situation où elle nous semble. Forcément, c'est normal, elle travaille dans la désadhérence. Elle produit des concepts généraux, génériques. Et c'est pour ça qu'elle est efficace. Très bien, on en a besoin. Mais du coup, forcément,
elle ignore le triangle de l'activité. Ce n'est pas son problème. Or, c'est seulement par le triangle de l'activité que s'introduit la dimension du rapport aux valeurs, des problèmes de bien commun dans les choix d'usage de nous-mêmes. C'est là que s'introduit la vie des autres. Ce n'est pas dans la première anticipation. C'est dans les choix que je vais faire pour traiter tel client, pour traiter mon rapport à les voisines de travail, pour traiter la personne pour laquelle je suis ménagère. Bon. C'est là, c'est dans ce triangle que toutes ces questions de vie commune se posent. Donc, si je fais le blackout sur si je ne me sens pas convoqué, si je ne sens pas que mon travail est anticipé par toutes les renormalisations, alors le monde du travail est un monde neutre, où il ne se joue aucune valeur, aucun problème de bien commun. C'est certainement pas dans... Je rejoue, parce que je ne dis pas que dans les normes antécédentes, certaines n'aient pas été liées à des problèmes de valeurs plus ou moins universelles. Par exemple, les normes de prévention, elles intègrent. Elles sont quand même liées à des batailles qui ont été menées pour la prévention du monde du travail, au travail, bien sûr. Mais cette présence des valeurs sont en désadhérence, c'est normal, mais elles ne se prêtent pas à un retravail d'elles-mêmes dans l'adhérence. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis la dernière fois, c'est qu'il y a une espèce d'ambiguïté en termes de valeurs. Il y a à la fois une dimension en désadhérence, solidarité, égalité, justice. Bon, ça n'a aucun sens si ce n'est pas au-delà de nous-mêmes, au-delà d'une situation concrète ici et maintenant. Mais en même temps, ça devient un peu, je dirais, de l'idéologie, bien que j'aime pas beaucoup ce mot-là, si vous ne voyez pas que ces valeurs-là se retravaillent dans les débats de normes que nous menons dans les triangles de l'activité. Donc, neutraliser, enfin, ne pas se sentir convoqué, qu'on soit chercheur, qu'on soit professeur dans le champ de la formation professionnelle, qu'on soit manager, encadreur, par la seconde anticipation. Après tout, j'avais dit, je ne sais pas quoi, du travail actif, la politique et retour, ben voilà. Là, on a une question politique qui se pose au sein même de l'activité de travail. Bon, voilà, je m'arrête là. On peut peut-être quand même prendre 5 ou 10 minutes si vous avez des questions. On fait la pause, et puis après, c'est à vous de mettre ça en rapport avec votre travail. Oui. J'ai une première question très simple, c'est la question du rapport, j'ai entendu en valeur, mais c'est aux valeurs. Parce que si je comprends un rapport aux valeurs, et là, je vois tout le problème politique là, effectivement, qui se pose, et si c'est dit en valeur, je vois pas du tout. Ben, quelqu'un dirait ici qu'on travaille beaucoup son langage, et que c'est pas pour rien. Si je dis par rapport aux valeurs, c'est un peu pour ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je ne crois pas, ça laisserait l'idée qu'il y a des valeurs en désadhérence, stables et, comment dire, inentamées par les débats, par les expériences, par les drames que nous vivons au jour dans le travail. Alors, pour éviter ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous avez une valeur que vous allez appeler solidarité. Je ne sais pas si c'est juste de dire comme ça, je ne sais pas quel va le rapport entre solidarité, justice, égalité, je ne sais même pas si ça a un sens. N'empêche que je sais que ça a un sens pour la personne qui le dit. Mais au-delà, ça reste flou, et je pense que ça doit rester flou, même si c'est une valeur fondamentale. Mais supposez que vous soyez dans un univers où il ne se déploie que des relations totalement individualistes et égoïstes, et des modes de gestion uniquement en face à face, où soit dénier en permanence le fait qu'on ne peut construire des mondes communs que dans un minimum de sentiment de similitude avec les autres, donc de solidarité. Si vous voyez ça en permanence bafoué,
ce que vous appelez cette valeur solidarité, ben, elle se délite aussi avec elle. Donc elle a une histoire. Hein. Vous avez que la valeur égalité, elle n'avait pas le même sens chez les Grecs et aujourd'hui, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que le rapport aux valeurs, il y a ce danger que je voudrais éviter. Et je préfère rapport en valeurs, c'est-à-dire je sais qu'il y a un monde des valeurs qui opère plus ou moins, de façon très diversifiée sur les personnes, selon nos histoires, selon nos expériences. Ça me permet de conserver ce flou dont je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Oui. Mais vous avez raison, mais c'est jamais innocent, la façon dont on formule à un certain moment les choses. Hein. Oui. Alors, est-ce que ça renvoie, c'est peut-être en complément, parce que je n'avais pas vraiment de question, mais plus en fait une réflexion que je voulais mettre, c'est que en fait différentes situations, enfin en fonction dans une organisation, il y a plusieurs niveaux hiérarchiques et automatiquement le triangle de l'activité avec toutes les normes antécédentes va peut-être être différent en fait aux différents niveaux de la hiérarchie. Et donc automatiquement il y a des débats à l'intérieur et qui ne vont pas non plus en faveur de... Il y a un exemple qui me vient comme ça, c'est ce qui se passe dans certaines usines de pneus qui vont fermer par exemple, où en effet peut-être qu'il faut garder, enfin construction de voiture, en effet il faut garder certains emplois, sauf que ce qui est important aussi, par exemple pour les syndicats, c'est de garder tous les emplois à l'intérieur d'eux, avec certaines valeurs qui vont être de pouvoir garder un niveau de vie, enfin bon, pas de salaire, sauf qu'un petit peu plus haut, l'idée ça va être de pouvoir quand même, par exemple, garder la filière en France. Alors, est-ce que ça renvoie en effet à des valeurs qui sont peut-être en valeur, mais ce que je veux dire, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes pour tous, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que, dans un premier temps, on pourra dire, bah oui, mais on s'entend tous sur la valeur, maintien de l'emploi, ou je sais pas. Oui. Mais justement, c'est là où c'est un peu une tromperie sur le mot. Et le contenu de ce qu'on met derrière est toujours à retravailler. Et c'est tout à fait normal que, selon la position qu'on a dans l'entreprise, une certaine valeur qu'on a l'impression d'être partagée par tout le monde, en fait, non. Et ça veut dire qu'il faut la mettre en débat, il faut la confronter à toutes sortes d'autres problèmes, d'autres impératifs, des valeurs. Ça peut être aussi les valeurs du consommateur aussi à faire prendre en compte. Donc, mais ou bien on ferme on obture ça, ou bien on met ça dans le débat et on sait que il n'y a aucune raison qu'on arrive à un consensus universel sur cette question-là. Hein. Après, bon, certainement, il faut trancher. C'est là où des rapports de force peuvent jouer. Mais si les rapports de force ont de manière unilatérale et permanente fonction de trancher en défaveur du rapport en valeur de certaines catégories qu'on appellera toujours plus ou moins soumises à des exécutifs ou dominées, comme diraient les... Bon, ça crée des problèmes aussi. Hein. Ça crée des résistances ici ou là. Hein. Mais le fait que c'est toute l'ambiguïté du rapport en valeur, c'est qu'il doit être mis en débat. Et disons ce qui est un peu la tendance un peu générale, c'est que il y a un certain nombre dans le monde des relations sociales, des relations professionnelles, il y a un certain nombre de valeurs qui sont généralement mises sous le boisseau. Ce débat-là, on essaye de ne pas le mettre en visibilité, hein, parce que c'est trop gênant. Mais il existe. Et à partir du moment où on met sous le boisseau quelque chose qui est parti de la vie au jour le jour, ça fait crise quelque part. Hein. Je ne sais pas si ça répond, mais ça veut dire que rien n'est simple en la matière. Hein. Et ça, à mon sens, pour ceux qui ont à diriger, tous ceux qui ont des responsabilités, ça complique beaucoup les choses. Mais en même temps, est-ce que le fait de mettre
un voile sur ce qui se passe, sur les triangles de l'activité de tous les gens qui sont sous votre responsabilité, est-ce que c'est aussi une situation stable et confortable? Non, mais enfin, il y a des fois où c'est pas si simple que ça. Je crois que enfin, ça n'a rien de simple, c'est pas ça que je veux dire, pardon. Les normes antécédentes, par exemple, pour le gestionnaire, pour le directeur de l'établissement, par exemple, ne vont pas être forcément les mêmes que celles de l'ouvrier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, sur le respect du contrat de travail et du code du travail, pour l'ouvrier, ça serait probablement indispensable. Pour le gestionnaire, il va tout faire pour peut-être l'usurper, quoi. Voilà, il va pouvoir passer outre. Ça c'est l'intérêt justement des normes antécédentes. Et le contrat de travail, justement, c'est un concept qui doit être construit dans la désadhérence. C'est-à-dire qu'il doit être construit indépendamment d'une situation particulière, parce que c'est justement dans ce cas-là ce qui permet à ce que l'ouvrier de dire mais ce concept-là, il vaut dans l'univers du Code du travail qui lui est inclus dans la législation de notre pays, donc il doit être respecté. Ça, avec toujours ce problème, c'est-à-dire qu'à la fois la désadhérence de ce que j'appelle des concepts type, ce type-là, des concepts de l'ordre des normes antécédentes. L'intérêt, c'est justement de s'inscrire dans la désadhérence, parce que dans le fait que la justice doit être la même pour tous, que tous ces concepts-là doivent avoir une valeur universelle, et en même temps, une difficulté immédiate, c'est que c'est pas toujours facile de dire le contenu du contrat de travail, parce que comme je vous l'ai dit, ça veut dire, c'est d'ailleurs dans la doctrine juridique, c'est pas dans les textes, c'est mise à disposition de l'activité du contrat de travail. Et alors là, c'est l'autre aspect. Mais qu'est-ce qu'on a mis à disposition? On en avait parlé. Qu'est-ce qu'on a... Donc il peut y avoir aussi, je dirais, conflit dans les deux sens. Un, le responsable n'a pas appliqué un texte de loi qui fait loi pour tout le monde. Donc c'est un élément de défense. Deux, l'activité qu'on me demande, c'est pas celle qu'on m'avait demandé au début, l'activité a changé, ou ça devient trop difficile, et en fait le contrat de travail a changé sans qu'on l'ait dit. Il y a cette double difficulté qui peut apparaître. Bon, oui. Alors, dernière question, puis on fait la pause. Hein. J'ai encore une question. Oh, ben, je m'en doute qu'il y en a beaucoup d'autres. Vraiment, quand vous avez dit que la seconde anticipation convoquait 3 catégories de gens différents, oui. Il me semble qu'il y a l'oubli d'une catégorie de gens très importante dans l'histoire. Vous avez parlé de la direction d'encadrement qui concernait les formateurs éventuels et les scientifiques qui parlent sur le travail. Il y a les collectifs de travail, c'est au même niveau hiérarchique, que ceux qui sont confrontés à la renormalisation. Et il y a ceux-là, ils forment un ensemble d'échanges sur la valeur et la portée de cette renormalisation et de l'anticipation. Vous voyez, cela me semble important. Je voulais dire. Oui, mais c'est vrai, c'est une question très intéressante, mais qui rejoint ce que j'appelle les entités collectives relativement pertinentes. J'en ai dit un petit mot, je crois, non? Les entités collectives relativement pertinentes, plutôt collectif, hein. Mais l'idée, hein, c'est que la dimension collective du travail, elle n'est pas prescrite par une organisation, un organigramme, quelques normes antécédentes que ce soit. Dans les triangles de l'activité, c'est aussi une manière de nouer des liens collectifs, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Donc, j'aurais peut-être dû le dire tout de suite, vous avez raison, c'est à travers ces triangles de l'activité qu'on travaille mieux avec telle et telle personne, qu'on échange telle information, qu'on s'entraide ou qu'on ne s'entraide pas. Hein, et qu'on construit
ce que j'appelle les entités collectives relativement pertinentes, c'est-à-dire qui concernent toujours le travailler ensemble, donc collectives, mais qui sont relativement pertinentes, parce que si vous prenez l'exemple de l'opératrice Thomson, manifestement, dans l'exemple qu'on a dit, il y a une ECRP sur la chaîne, puisque la personne, elle considère qu'il ne faut pas gêner la voisine. Vous voyez, il s'est tissé un lien, vous êtes d'accord, entre la voisine et les voisines, puisque sinon on ne comprendrait pas la renormalisation. Non? Oui, si, absolument. Bon, ça veut dire que effectivement, ces entités collectives sont plus ou moins fortes, plus ou moins larges, et puis on est toujours plusieurs entités collectives à la fois, mais elles se cristallisent en effet à partir de normes collectives qu'on met en œuvre ensemble. Comme par exemple le fait que tous ensemble, on est d'accord pour essayer de ne pas couler chez la voisine. Je pense que dans chaque entité collective relativement pertinente, il y a, comme vous dites, un certain nombre de normes antécédentes, mais qui sont propres à cette entité collective, qui ne sont pas, en quelque sorte, qui ne descendent pas du haut, qui ne sont pas codifiées, c'est ça qui sont relativement pertinentes, qui sont extrêmement souples et qui peuvent être retravaillées en permanence avec les tâches qui arrivent. Donc, alors, et il peut y avoir en effet des problèmes dans les entités collectives, dans la mesure où il y a une certaine renormalisation proposées ou mises en œuvre par une ou deux personnes et qui font un peu rupture avec les normes antérieurement admises du collectif. Et alors, oui, non, vous avez raison, mais voilà, je ne les mets pas, parce que ces normes-là, elles sont parfois pas dites du tout, pas écrites, et théoriquement, comme elles ne sont pas sous sous l'autorité de la subordination juridique, elles sont très malléables et capables d'être en permanence retravaillées dans ces entités. Mais il y a une forme de seconde anticipation, oui, qu'on peut, de faire comprendre pourquoi moi, par exemple, j'ai décidé de changer de manière de me protéger de telle installation. Puis dans certains collectifs de travail que moi je pense, oui. Par exemple du travail chez les éducateurs, hein, il y a des collectifs et la renormalisation elle est d'abord discutée au niveau des pairs avant de concerner la direction. Oui. C'est eux qui vont d'abord s'harmoniser, discuter d'abord de la validité d'une modification dans le travail. C'est qu'après, éventuellement, que ça va être soumis à la direction. Alors, les sociologues, bien après. Vous voyez, c'est pour ça que je... Oui, enfin, encore que c'est une situation qui n'est quand même pas la généralité. Ça, non, mais je pense mais qui est très intéressante. Mais vous voyez, c'est quand même... Ça, c'est peut-être une image d'une manière de travailler autrement, peut-être. Hein. Peut-être pas complètement, parce qu'il faut toujours des normes antécédentes qui viennent de plus loin. Mais dans ce cas-là, oui, c'est un cas de figure assez singulier, très intéressant, mais qui n'est pas la règle générale. C'est le collectif de travail dans lequel les individus ont beaucoup de pouvoir et ils ont une grande latitude pour déterminer eux-mêmes ce qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, je pense que la seconde anticipation, elle les concerne, ces gens-là et ces collectifs-là, au premier titre. Évidemment, si on prend l'exemple de gens qui travaillent à la chaîne, qui sont complètement soumis à un ordre qui vient au-dessus, dans une large mesure, effectivement, la deuxième anticipation ne les concerne pas trop, finalement. Parce qu'ils sont aliénés. Non, mais je crois que vous avez raison, on ça en compte. Oui, il y a une seconde anticipation à un niveau très horizontal, disons, comme vous dites, entre pairs, oui, qui à prendre en compte et qui revient à socialiser entre pairs, donc ça pose moins de problèmes que les autres, entre pairs, une innovation. Non, mais je retiens, vous avez raison. Alors, j'avais dit que c'était la dernière, mais enfin... Je vais essayer de faire vous construisez votre démonstration sur l'opposition entre les normes antécédentes d'un côté et le triangle de l'activité de l'autre. J'ai le sentiment qu'il n'y a peut-être pas forcément autant d'opposition que ça,
que le triangle de l'activité génère de la norme et que la norme est partout dans le triangle de l'activité. Et en particulier sur la lecture de la norme, moi j'ai, et ça prolonge peut-être un peu ce que vient de dire Stéphane, c'est sur la norme, les normes qui ne sont pas écrites. Je fais deux temps sur la question. Imaginons un groupe de chasseurs filmés qui part à la chasse à l'éléphant. Ils ont entre 20 et 40 ans, ce sont des hommes, ils chantent la chanson de la chasse à l'éléphant. Le plus grand se met devant, le plus petit se met derrière. On part à midi et on revient tard après le coucher du soleil. On met le pagne bleu qui correspond à la chasse à l'éléphant, etc. Il y a un certain nombre alors rituels ou normes, en tout cas c'est extrêmement codé. Il n'est pas question de chanter autre chose que la chanson de la norme à l'éléphant, la chanson de l'éléphant, c'est normé, c'est extrêmement normé, y compris si ça n'est pas écrit. D'accord? Donc, je répète, hein, des hommes 20-40 ans, on chante la même chanson, on met le pagne qui va bien pour cette activité-là. Je fais l'analogie avec le métier que je connais qui est le professionnel de la télévision. Ce sont des hommes, ils ont entre 20 et 40 ans, ils écoutent tous la même chose dans leur iPod, ils mettent une tenue vestimentaire qui est extrêmement normée, il n'est pas question d'aller faire ce travail-là avec une cravate et un costume. Il y a un certain nombre de normes qui sont extrêmement fortes, et sans doute que chez les éducateurs, par exemple, des choses qui ça ne se fait pas, et qui ne sont pas écrites pour autant, qui ont une dimension de savoir. On a appris la chanson de la chasse à l'éléphant, il y a du savoir. Il y a une dimension de valeur quelquefois quasiment magique, c'est-à-dire qu'on se dit que le type qui vient faire ce métier-là dans les métiers audiovisuels, qui a les baskets, le dernier cri qu'on a vu dans le magazine machin, lui il fait le meilleur son que les autres, c'est quasiment magique dans la relation. Et cette norme-là qui n'est pas écrite, elle est extrêmement forte. C'est-à-dire que le type qui a des cheveux gris et qui a un pantalon un peu ringard, qui vient faire ce métier-là, il va être éjecté du système. Et la norme non écrite, elle est quelquefois extrêmement forte. Et elle a été, et c'est comme ça dans tous les studios de France et de Navarre, et pas seulement quelques studios parisiens, c'est finalement une norme qui s'est imposée, elle vient de l'activité, elle a émergé de l'activité, et à mon sens, elle est aussi très, très forte. Et du coup, alors, vous avez dit, on ne peut pas regarder je vais essayer de reprendre le point même si là on est. Voilà, l'usurpation, c'est le déni du triangle de l'activité. C'est quelque chose que j'ai peut-être mal noté. Mais à l'inverse, la difficulté, c'est aussi de ne pas voir ces normes qui sont pas forcément écrites, mais qui sont quelquefois extrêmement contingentes, très fortes, et qui définissent l'activité presque autant que la norme écrite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du coup, l'un ne va pas sans l'autre, et que la difficulté qu'on peut avoir, c'est de décrypter, de rendre visibles des normes qui ne sont pas forcément écrites. Les missionnaires arrivant devant les tribus du nez, ils ne comprenaient rien, donc ils ont dit que ces gens-là n'ont pas de normes, n'ont pas de valeur, n'ont pas de code, et donc du coup, on va leur apprendre tout. Et c'est un peu la même chose qui se passe si on parle des jeunes des banlieues, ils n'ont pas de normes, n'ont pas de valeur. Il y a tout un tas de gens comme ça pour lesquels on a du mal à décrypter et à décoder ce qui sont des normes. Finalement, ce que vous l'avez dit, moi je vous rejoins là-dessus, il n'y a pas d'activité humaine sans normes. La difficulté, c'est de les identifier, en particulier d'ailleurs dans l'environnement dans lequel on est, où on a le sentiment que la norme elle est forcément écrite. Et que du coup, si on cherche une norme, on va la chercher dans les livres. Alors qu'en fait, dans les textes, dans les ouvrages, je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, il y a des normes qui sont peut-être moins visibles que ça, moins écrites, peut-être des fois très visibles, moins écrites, et qui sont aussi très contingentes, et du coup qui ne s'opposent pas forcément au triangle de l'activité. Oui. Mais ces deux remarques sont tout à fait justes, elles vont un peu dans le même sens. Hein. Mais on aurait pu. Pardon, pardon. Entre la norme non écrite la pause, c'est pas la renormalisation, vraiment. est-ce que vous faites la différence entre ce qui serait une norme non écrite et ce qui serait de la renormalisation? Ce que disait Stéphane à l'instant sur les éducateurs, moi je ne sais pas si c'est ce qu'il décrit là, mais que je pourrais voir dans plein d'autres domaines. Est-ce que c'est la renormalisation de la norme ou est-ce que c'est pas finalement une norme non écrite? C'est-à-dire une norme qui est vivante, qui est là, qui se transmet et qui est juste pas écrite. Est-ce qu'il y a une différence? Vous faites une différence? Mais la notion de norme est un continent. Hein, et là, en effet, enfin, à la fois, comme vous l'avez
vous en convenez, il n'y a pas de société humaine sans normes. Hein? Bon, ce qui veut bien dire que pendant des milliers d'années, ces normes-là, c'est celles que vous évoquez, elles ont fonctionné comme normes instituées, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas inscrites dans notre patrimoine, sans aucune codification d'aucune sorte. Elles étaient très fortes, mais en même temps, elles ne sont pas écrites, et parfois, est-ce qu'elles ont été parlées, on n'en sait rien. D'accord. Donc, dès lors que j'assume l'idée qu'il n'y a pas de société humaine sans normes, ce qui peut déjà prêter à débat, hein, mais enfin, à ce moment-là, ça veut bien dire que la norme dont je parle est une notion beaucoup plus générale que celles qui se sont progressivement créées au cours de l'histoire, avec ce que j'appelle une société marchande, enfin, qui date des premiers empires de l'écriture, moins de 3000 avant Jésus-Christ, hein, mais qui se sont particulièrement cristallisées avec une société marchande et de droit, avec donc tout le système juridique et politique, et toutes les formes d'organisation qui supposent, qui fonctionnent quand même dans l'univers social avec des normes dont la désadhérence repose sur forme écrite ou en tout cas nettement identifiable. Mais